Bien, je vous propose maintenant d'aborder le sujet de la télémédecine, dont l'utilité est connue et reconnue. Elle était vraiment dans les déserts médicaux. Et là, il y a eu un essor absolument considérable avec cette pandémie. Il en a déjà été question, un petit peu en fil rouge de cette édition de Futurapolis Santé, comme recours pour éviter vraiment des reports de soins qui sont non liés au Covid. Donc, pour débattre de la télémédecine, donc est-ce que c'est un modèle de demain qui va perdurer, continuer à se développer ou non? Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir maintenant donc Monsieur John Billard, qui est maire de la commune rurale de La Favelle en Eure-et-Loire et qui est vice-président en charge des questions liées au numérique à l'Association des maires ruraux de France. Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Frédéric Cosnard, directeur médical recherche et développement chez Santé Claire, ainsi que Madame Roxana Olejoanu Tadé, professeur à Toulouse Business School. Vous êtes en charge du management des systèmes d'information et vous êtes également lauréate en 2018 de la Fondation des sciences sociales, donc pour un projet académique sur la confiance dans les technologies de l'information en santé. Et pour animer ce débat, Anne Jean-Blanc, journaliste Santé du Point. Donc Anne, pour tout savoir sur la télémédecine, je vous passe la parole. Ils ont tous enlevé leur masque. Alors je vais faire pareil parce qu'on respecte quand même des distances. On a des micros qui ont été désinfectés. On est très très précautionneux quand même sur les mesures sanitaires, ce qui me semble la moindre des choses dans un forum santé. Moi, je vais commencer par des chiffres. Normalement, je commence directement par poser des questions à mes invités. Et là, je voudrais quand même vous parler de la télémédecine. La télémédecine, c'est assez ancien, hein, ça a une trentaine d'années. La région de Toulouse et de Montpellier a été très très vite dans le système. Et puis la Covid a quand même beaucoup changé les choses. Quelques chiffres. Donc, il y avait 40 000 téléconsultations facturées et remboursées par l'assurance maladie en février 2020. 4,5 millions en avril. Vous voyez un peu la différence, c'était le chiffre record. En août, on est passé à 650 000, soit 150 000 par semaine. Et là, ça repart un peu à la hausse puisqu'on est autour de 250 000. Autre chiffre, plus de 60 médecins différents, 60 types de médecins différents participent et font des téléconsultations. Dans plus de 80%, la téléconsultation est faite par un médecin que l'on connaît déjà, souvent en dépannage, même s'ils n'aiment pas ce terme-là. Dans 70%, dans 60% des cas, il s'agit d'un médecin généraliste. Et autrement, dans 7,5% d'un psychiatre, puis d'un gynéco et d'un pédiatre. Donc c'est très très largement majoritaire auprès de nos médecins traitants. Alors je vais commencer avec vous, Frédéric Cosnard. Vous êtes le médecin du plateau. La télémédecine, la téléconsultation, c'est pour qui? Quelles sont ses indications et ses limites? Alors, d'abord, il n'y a pas que les indications médicales. Je vais y revenir, mais il y a aussi les situations de vie. Les situations de vie, c'est je suis au bureau, j'ai un problème médical, j'ai besoin d'être rassuré ou d'être pris en charge. Si j'ai besoin de prendre un rendez-vous, le rendez-vous ne va pas m'être donné par mon médecin traitant au moment qui me convient le mieux par rapport à mon agenda et mes autres contraintes. La téléconsultation, elle peut être immédiate sans rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi des problématiques territoriales. Des problématiques, les médecins, ils ont aussi le droit de prendre des congés le week-end ou pendant des congés plus longs. Et donc, ils ne sont pas disponibles. Puis, il y a des zones où ils n'existent pas du tout. Donc, il y a toutes ces situations qui peuvent permettre de recourir à la téléconsultation. Et pour répondre à la question sur les indications médicales, elles sont très larges. Elles sont très larges. On va dire, sont en dehors des situations à proprement parler d'urgence. On peut dire qu'en première intention, la téléconsultation peut permettre de répondre. Donc, quels sont les motifs les plus fréquents? C'est toute la sphère oropharyngée, notamment infectieux, abdominal, encore une fois infectieux, douloureux, la partie génito-urinaire avec les infections urinaires sans fièvre, la douleur, les maux de tête, la gynécologie, notamment toutes les problématiques de contraception, et puis, mais vous en parlerez, ce qu'on éthique comme troubles mentaux. Hein. Nous, dans notre expérience, on est sur de la téléconsultation
avec un smartphone, hein, sans rendez-vous. Et voilà les situations dans lesquelles qui sont les plus fréquemment utilisées par nos usagers. Nos usagers sont des Français qui, à travers leurs complémentaires, ont accès à ces téléconsultations qui sont prises en charge par leurs complémentaires. Et quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui... Alors évidemment, hein, on s'imagine que la chirurgie, enfin bon, il y a pas mal de... Mais dans les actes courants, c'est quoi pour vous les limites, en tout cas de la première téléconsultation? Peut-être que ça, c'est un élément important. Alors, la téléconsultation, elle n'a pas vocation à remplacer le médecin traitant. Ça, c'est la première chose. Donc, le conseil, quand vous le pouvez, c'est d'avoir un médecin traitant. Mais ce n'est pas toujours possible. Par contre, occasionnellement, lorsqu'on a soit besoin d'être réassuré, soit besoin d'une prescription là et que son médecin n'est pas disponible, hein, son médecin traitant n'est pas disponible, c'est la façon la plus simple d'avoir recours au système de soins. Puis on voit bien que c'est gradué, ça peut être, comme je l'ai indiqué, de la téléconsultation avec son smartphone, en visio, avec un médecin qui ne vous connaît pas, mais qui va vous interroger, qui va recueillir un certain nombre d'informations et qui, à partir de ces informations que vous lui communiquez, va pouvoir faire son analyse diagnostique et éventuellement une prescription, voire un arrêt de travail, si c'est nécessaire. Ça peut être en pharmacie, avec un autre professionnel de santé ou avec une infirmière. Ça peut être dans une cabine avec des objets connectés. Ça peut être avec un smartphone. Lorsqu'on a une éruption, on prend une photo et ça peut permettre au médecin de poser un diagnostic. Et puis, nous travaillons et on voit qu'il peut y avoir aussi des téléconsultations beaucoup plus à plus forte valeur ajoutée, où là, on est sur de la consultation spécialisée avec des outils que vous ne trouveriez que chez le professionnel de santé, que ce soit en ORL ou en ophtalmo, par exemple. Très bien, donc ça veut dire qu'on peut consulter un médecin qui ne nous connaît pas, qui n'a pas notre dossier médical, qui ne connaît pas nos antécédents, et ça peut être très très performant comme système, manifestement. Et c'est sans doute pour ça, John Billard, que vous avez installé. Donc vous êtes maire d'une toute petite commune, hein, je suis en train de chercher 360 habitants. Vous êtes le premier maire à avoir installé une cabine de téléconsultation chez vous. J'imagine que votre premier objectif, c'était de lutter contre ces fameux déserts médicaux qui sont terribles et qui empêchent justement les personnes d'avoir accès assez facilement aux soins. Racontez-nous pourquoi et comment vous avez fait ça. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'élu, on est souvent interpellé pour toutes les choses de la vie de nos concitoyens. Et il est arrivé une époque, donc en 2017, où un des médecins qui avait pas mal de patients sur la commune a pris sa retraite, et tant mieux pour lui. Et puis, on n'avait déjà pas suffisamment de médecins. Donc, à force d'entendre parler de ce problème d'accessibilité à un médecin, c'est-à-dire qu'en fait, ce problème de lien, de proximité, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de trouver des médecins. Donc, je ne vais pas refaire tout ce qui s'est passé en France, où nombre de communes et mon nombre d'élus ont essayé d'attirer des médecins. Donc, les médecins ont changé leur façon d'exercer. Ils ne viennent plus dans nos communes rurales parce qu'ils veulent de l'attractivité. Ils ont changé leur mode de vie. Donc, il fallait trouver une solution. Alors, il se trouve qu'au sein de l'Association des maires ruraux de France, j'ai en charge de toutes les questions numériques. Donc, logiquement, j'ai pensé à la téléconsultation médicale. Et donc, en 2017, j'ai dit à mon conseil municipal, voilà, on va faire un truc qui va être un peu disruptif, comme on dit. Vous êtes un geek, vous êtes un geek. Exactement. Mais c'est surtout qu'il fallait qu'on trouve une solution parce que le lien, je rappelle juste un élément, pendant la crise des Gilets jaunes, dans les questions qui sont revenues sur les cahiers de doléances, hein, vous savez que les maires ruraux de France ont lancé l'opération des cahiers de doléances, le problème de l'accessibilité aux soins était une des premières revendications des concitoyens. Et donc, il fallait trouver une solution. Donc, logiquement, j'avais rencontré donc, le créateur de la cabine qu'on a au Favril il y a 5 ans dans une audition sur les problématiques de santé et j'ai souhaité lancer une installation.
Alors là où c'est le côté la première en France, c'est que je l'ai fait dans ma mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les concitoyens viennent au Favril, dans la mairie du Favril, pour avoir une consultation médicale. Et donc ça a été un grand combat. Ça a été vraiment, quand je dis un combat, parce que ça a été 2 ans de négociation pour pouvoir mettre le dispositif en place. Et donc j'ai fait le choix de cette cabine de télémédecine pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas besoin dans le dispositif de tiers médical. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'infirmière, si je n'ai pas de pharmacien, si je n'ai pas un tiers médical qui peut accompagner le patient dans une consultation à distance, parce qu'il existe des systèmes, ce système-là n'a pas la nécessité. Et le deuxième point disruptif, c'est que justement, c'est la secrétaire de mairie qui accueille le patient, qui accompagne le patient dans le local de télémédecine qu'on a mis en place, qui lui explique ce qui va se passer. Et une fois que le patient il est dans la cabine avec le médecin, donc il met sa carte vitale et il est en visio avec le patient. Et voilà, il fait sa consultation. Alors, il y a quelques éléments qui sont assez intéressants. C'est d'abord donc on fait une enquête, c'est une expérimentation sur 2 ans. Donc on fait un questionnaire de satisfaction en dehors des problématiques santé, parce que ça ne nous regarde pas, pour savoir comment se passe la consultation, comment vit le concitoyen cette consultation, parce qu'on avait besoin de savoir aussi est-ce que c'était une bonne idée, puisque l'objectif de l'Association des maires ruraux de France, c'est de trouver un modèle économique et un modèle technique qui permet de poser une cabine ou un autre dispositif dans les communes où il n'y a pas justement de médecin. Donc l'idée, c'était bien au départ de trouver une solution en termes de proximité. Ni médecin, ni infirmière, ni pharmacien, globalement? Rien. D'accord. Rien du tout. Donc nous, on est juste formés, quand je dis nous, parce que dans l'organisation, c'est la secrétaire de mairie qui a à la fois la responsabilité d'accueil, mais de nettoyage et d'entretien de tout le matériel. Parce que dans la cabine, on fait un examen clinique complet. La consultation dure minimum 20 minutes pour que le médecin puisse faire un diagnostic, on va dire, crédible, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, pour pouvoir faire le bon diagnostic et donner les bons médicaments. Donc ça a commencé il y a 1 an, on est au bout d'1 an et on a un taux de satisfaction de 98%. Finalement, c'est plus de 40% des personnes ont plus de 60 ans, donc au départ on disait que c'était plutôt les jeunes, que ça répond à une vraie problématique. On a eu, donc c'est un projet médical, c'est pas que la cabine. On est en lien avec l'hôpital de Chartres qui est à 35 km, donc dès qu'il y a une urgence, il y a une prise en charge par le service des urgences du patient, etc., etc. Donc c'est toute une organisation départementale, et c'est pour ça que j'ai travaillé avec l'ARS, avec la CNAM, mais aussi avec des partenaires comme le conseil départemental, la préfecture, etc., où on a monté ce projet. Et aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin en termes de proximité, d'accessibilité aux soins pour les concitoyens. Alors, juste une chose, ça ne concerne pas que les 360 habitants du Favril, parce que sinon ça serait cher. On a fait une analyse pour voir dans le bassin de vie, à peu près de 5000 habitants, si ça pouvait répondre aux besoins. Et ça ne remplace pas les médecins, parce qu'il y en a encore un petit peu, mais pas assez. Ça permet aussi pour le patient qui a besoin d'un rendez-vous rapide de pouvoir plus de disponibilité chez un médecin physique. Et nous, on traite, on va dire, le reste. Donc on est... alors ça démarre doucement. La courbe monte beaucoup en termes de consultation, et notamment ces derniers mois, puisque un des médecins est tombé malade. Et donc toute la clientèle qu'il avait est en train de basculer sur la téléconsultation pour éviter d'aller dans les services des urgences. Alors justement, on reparlera après des chiffres aux urgences. La troisième question, c'est la question de la confiance. Ça, c'est votre domaine de travail, Roxana. Les gens ont pris confiance, les gens ont spontanément confiance. Quels sont les rapports des gens avec de la population, des patients avec la télémédecine et la télésanté d'une façon générale d'ailleurs? Donc, je dirais que les gens ont spontanément confiance dans le médecin, surtout dans leur médecin traitant. Donc j'ai pu faire une enquête l'année dernière. Moi-même, j'ai été très étonnée par les chiffres. Il y a une très grande différence entre la confiance qu'ont les Français dans leur médecin traitant et la confiance qu'ils peuvent avoir dans la sécurité sociale, même dans les pharmaciens, etc. Donc c'est vraiment le médecin qui arrive en premier comme le garant en fait de ce qui est proposé aux patients. Mais qu'il soit à distance ou à côté? Tout à fait. Donc, en fait, en gros, beaucoup de gens disent « je ferai confiance si c'est mon médecin qui me dit d'utiliser tel outil, telle application, etc. » Mais il faut que ça soit prescrit, entre guillemets, comme un médicament par le médecin que le patient connaît. Donc, il y a cet élément qui me semble très important à la base et qui pourrait peut-être être utilisé plus pour l'adoption, pour l'implémentation d'autres outils liés à la santé et à la e-santé. Donc ce lien fort qu'ont les Français avec leurs médecins, surtout avec les médecins traitants.
C'est différent de ce qui se passe dans d'autres pays? Je ne connais pas très bien ce qui se passe dans d'autres pays parce que mon pays, c'est la France maintenant. Et donc, c'est en France que j'ai fait les enquêtes aussi. Donc, je ne donnerai pas un avis voilà, sans avoir fait une étude. Et en fait, moi, je travaille avec des entretiens et aussi avec des questionnaires à grande échelle. Donc l'enquête dont je vous parle était une enquête basée sur des questionnaires. Et effectivement, j'ai fait ce type d'enquête uniquement en France. Alors, quels sont les autres grands enseignements des travaux que vous avez menés? Par rapport à cette question donc, liée à la télémédecine, j'ai fait aussi différentes enquêtes sur l'adoption de la télémédecine. Donc une première chose que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'équipement et la familiarité des gens, surtout des personnes âgées avec la technologie. Donc il y a une question de base qui est vraiment liée tout simplement à l'équipement informatique et à l'aisance à l'utiliser, à l'installation des logiciels, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, probablement une cabine pourrait aider et résoudre au moins ce problème d'équipement qui reste entier pour beaucoup de monde dans zone rurale, au-delà d'un certain âge, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas envisager la téléconsultation en opposition, je dirais, à la consultation classique en face à face. Ce que je vois se dessiner à l'heure actuelle, c'est plutôt un mixte, une sorte de service hybride où le même médecin pourra proposer au même patient à la fois des consultations en face à face quand le médecin estime que c'est ce type de consultation qui est nécessaire, par exemple parce que l'auscultation est indispensable. Et puis, dans d'autres situations, par exemple pour un renouvellement d'ordonnance ou juste pour donner un avis sur des résultats de laboratoire qui de toute façon sont communiqués par format informatique. Donc peut-être que là, une simple téléconsultation pourrait suffire. Voilà, donc je pense qu'il faut maintenant envisager les différents outils dans un éventail d'options technologiques et pas technologiques qui peuvent être proposées par le médecin aux patients. Oui, parce que justement, la place du médecin, enfin, je veux dire, palper, tâter, écouter, sentir, le vrai médecin, il est là aussi. On reproche aux médecins d'être maintenant trop techno, de faire des examens pour tout et parfois pour trop de choses, enfin, pas toujours justifié. Il faut vraiment garder cette complémentarité, Frédéric. Oui, il faut la garder. Après, lorsque ça répond à un besoin d'immédiateté et d'assurance, de conseil. Si la situation, le tableau qui est décrit nécessite soit des examens complémentaires, d'abord ils peuvent être prescrits dans le cadre d'une téléconsultation, ou un examen physique, c'est de la responsabilité du médecin qui est téléconsulté de dire, écoutez, dans votre cas, je vous suggère, je vous invite à consulter plus ou moins rapidement, soit votre médecin traitant si vous en avez un, soit un spécialiste, en tous les cas dans une consultation en présentiel. Mais dans beaucoup de situations, encore une fois, je le répète, un bon interrogatoire permet déjà d'y voir beaucoup plus clair, de poser un certain nombre d'hypothèses diagnostiques, éventuellement d'un traitement ou simplement de recommandations hygiéno-diététiques, et de dire aux gens, voilà quelle est la situation ou les signes qui doivent vous interpeller et vous faire prendre telle décision. Donc c'est une première façon, c'est un premier niveau de régulation. On va dire. Oui. Oui. Est-ce que justement ça se sent après sur les consultations aux urgences notamment? J'ai vu dans une des études qui disait que ça avait diminué d'environ 1/3 la sursollicitation des urgences. Est-ce que c'est un chiffre que vous connaissez? Oui, tout à fait.
En fait, nous, on pose la question au patient s'il n'était pas venu dans la cabine, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas, quelle aurait été son attitude. Et en fait, dans un tiers des cas, c'est de l'automédication, et dans l'autre tiers des cas, ça aurait été d'aller aux urgences, plutôt vers les personnes âgées d'ailleurs. Donc on voit bien que ça permet justement je pense, de désemplir les services des urgences dans des situations, je dirais, urgentes d'accessibilité aux soins. Parce que je me permets juste de réagir par rapport à ce que vous avez dit, sur le fait qu'un médecin peut continuer à suivre son patient par de la télémédecine. Ça, c'est possible quand vous avez suffisamment de médecins qui ont suffisamment de temps pour faire de la télémédecine. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. En tout cas, en Eure-et-Loir, dans mon département, ce n'est pas le cas, puisqu'on a essayé de monter, justement, avec un groupe de médecins, une permanence pour faire de la téléconsultation sur la cabine. Et en fait, ils nous disent qu'ils n'ont pas le temps médical. Donc aujourd'hui, on s'était rendu compte que le lien de « je connais mon médecin, donc j'y vais », ce n'est pas vraiment un critère, je suis désolé, parce qu'il y a une notion d'urgence. Et les patients sont surtout à la recherche d'un médecin, peu importe qui il est. Alors, la vidéo, le fait de le faire en vidéo, dans les études, enfin dans les questions qu'on pose, on s'aperçoit que finalement, au bout de 1 à 2 secondes, ils ont oublié que le médecin n'était pas physiquement là. Parce qu'on leur demande à peu près, et ça c'est dans la majorité des cas, donc ça veut dire qu'ils sont rassurés parce qu'ils ont un médecin, 2, ils le voient, et 3, ils accompagnent le médecin, donc accompagnent le patient à pratiquer donc l'usage des différents outils de consultation, et ils participent à la consultation. Donc c'est pour ça qu'on a un taux de satisfaction assez important, parce que on répond à un besoin de proximité et d'urgence, puisque le rendez-vous il est pris généralement dans la semaine, en termes de délai, alors que c'est 15 jours à 3 semaines chez un patient. On n'a pas de salle d'attente, puisque le rendez-vous est fixé à heure précise, et puis il repart avec son ordonnance. Voilà. Donc c'est un vrai service complémentaire, et ça n'écarte pas le fait que s'il y a quelque chose, comme l'expliquait le docteur, quand il y a vraiment quelque chose qui est suspect, de tout de suite le prendre en charge, là pour le coup, par le service des urgences ou chez un spécialiste. Alors moi j'ai lu dans le quotidien du médecin une étude qui m'a amusée, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui dit que finalement sur certains sujets difficiles, certains sujets tabous comme le sexe, les addictions, c'était plus facile d'être en téléconsultation. Est-ce que le fait que le médecin ne soit pas présent physiquement devant vous permet de dire plus de choses? Cela est possible. J'ai vu aussi des études en psychiatrie, enfin sur la télépsychiatrie aussi, qui sont très intéressantes. Parce qu'on pourrait imaginer de premier abord que justement c'est la spécialité où la téléconsultation n'est pas possible, alors qu'au contraire on voit des choses extrêmement intéressantes. On savait déjà qu'une partie de la population sur certains sujets préférait d'ailleurs des échanges même encore plus distants via des messages, le chat ou des forums anonymisés. Donc je pense qu'effectivement il faut tenir compte de ces spécificités-là, et finalement c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction des besoins, en fonction de la situation géographique, de la population, etc. Sachant qu'il y a aussi une autre partie de la population qui a besoin d'être rassurée et qui préfèrent les consultations en face à face pour le côté relationnel, donc au-delà de l'efficacité clinique de ce qui est proposé. Le côté relationnel, le fait de parler au médecin, donc la communication en tant que telle, est un élément qui est important. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer même dans l'évolution du patient. Et probablement, dans votre cas, c'est la secrétaire de mairie qui remplit ce rôle relationnel, mais je pense que ce rôle doit être là, que ce soit rempli par le médecin, le pharmacien ou un autre personnel ou agent de proximité. Parce que vous avez prononcé un mot important, c'est le mot psychiatrie, qui est quand même le parent pauvre de la médecine depuis très très longtemps. Les uns et les autres, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose aux patients psychiatriques ou eux, spécifiquement, ont besoin d'une autre prise en charge? Frédéric, peut-être pour commencer. Alors, oui, le terme psychiatrie, c'est pour parler de troubles mentaux. Oui. On n'est pas sur des gens qui ont des maladies psychiatriques graves au long cours. On est sur des personnes qui ont des troubles du sommeil, qui ont du stress, qui sont des motifs habituels de consultation physique chez son médecin, des gens qui peuvent être déprimés.
Donc c'est plutôt ce spectre-là de maladies mentales, pour mettre un mot dessus, plutôt que sur des pathologies, des pathologies de type psychose ou autre. Donc, Oui. mais de la même façon, vous seriez étonné, parmi les spécialistes qui sont téléconsultés, on a les dentistes. On se dit, mais Ah oui, pour une carie, c'est un peu compliqué. pour une carie, c'est compliqué, mais lorsque vous êtes samedi soir et que vous avez une rage de dents, et que ni votre médecin ni votre dentiste ne sont disponibles, et c'est bien normal, comment vous faites? Comment vous faites? Oui, bien sûr. Et donc, on a comme ça des spécialités. Alors, ça ne veut pas dire que c'est extrêmement fréquent, mais ça fait partie des spécialités comme la dermatologie. On a vu psychiatrie, gynécologie aussi. Et on est, dans notre expérience, on est sur des délais de prise en charge par un médecin de 5 à 6 minutes. C'est-à-dire que vous prenez votre smartphone, dans 5 à 6 minutes, vous allez être mis en relation avec un médecin. Et John Billard, la présence d'une cabine téléconsultation chez vous, est-ce que ça a pu générer aussi des demandes un peu irrationnelles ou ça a tout de suite été bien utilisé? Alors, moi, je ne connais pas les raisons pour lesquelles les patients viennent, parce Oui, que bien c'est du sûr, secret bien médical. sûr, normal. Moi, je suis élu et je ne fais. Alors, maintenant, certains patients se confient à la sortie pour nous dire que c'était très bien, donc ça, c'est plutôt rassurant. Moi, je n'ai pas détecté de cas, entre guillemets, de comportement. On est plutôt dans la rassurance, c'est-à-dire que l'exemple de Déan est un très très bon exemple. C'est que nous, aujourd'hui, dans notre territoire, avoir un rendez-vous, je vous dis, c'est minimum 15 jours. Donc, quand vous avez une rage de dents, où le médecin, lui, Ça, c'est un c'est mois, sûr, oui. donc ça permet de rassurer, d'être pris en charge. En fait, ce qu'a besoin le concitoyen aujourd'hui, c'est cette notion de proximité, c'est-à-dire un accès, il n'a pas besoin de faire 30... Je rappelle que je suis à 35 km de la ville de Chartres, où il y a l'hôpital des urgences. Donc, ce qu'il veut, c'est une certaine proximité. Donc, ce qui fait que, généralement, on a beaucoup de consultations le lundi matin. Donc, à croire qu'on est tous malades le week-end. C'est plutôt le lundi matin, là où on est ouvert. Et c'est pour répondre immédiatement, parce que ça n'empêche pas après une seconde visite avec un médecin, son médecin traitant ou un dentiste, etc. Mais on répond à l'urgence, donc on rassure. Des fois sont prescrits aussi des calmants, enfin l'histoire des dents par exemple. Donc nous on est plutôt dans l'urgence. Donc j'ai pas de cas moi aujourd'hui, enfin je peux pas le dire en tout cas. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que dans notre expérience, on a entre 30 et 40% des téléconsultations qui se déroulent hors des horaires d'ouverture des cabinets dents. C'est-à-dire hors des erreurs de travail de la population? En même temps, je veux dire, Absolument, donc si vous consultez à 20h, c'est parce que vous avez quitté le bureau à 19h. Enfin, bien sûr. En soirée, en nuit profonde, un peu moins, les week-ends, les jours fériés, les congés, ça représente 30 à 40% des situations de recours à la téléconsultation. Donc on voit bien que, je suis tout à fait d'accord, on n'est pas du tout en opposition avec le médecin traitant lorsqu'il existe, mais voilà, il y a une espèce il y a un éventail, pour reprendre le terme que vous aviez utilisé, il y a un éventail de solutions qui va de la consultation en physique, de la consultation en cabine ou chez un autre professionnel de santé, notamment les pharmacies, mais on voit maintenant désormais que des infirmières peuvent accéder à de la téléconsultation et mettre en relation le patient chez lequel elles sont avec un médecin, son médecin traitant ou un autre médecin, et puis une téléconsultation qui se fait derrière son ordinateur chez soi ou avec son smartphone. Moi, je vois un avantage. Allez-y, Roxana. C'était juste pour ajouter par rapport à la consultation bucco-dentaire, en fait. Il se trouve qu'à Montpellier, il y a eu un service de téléconsultation bucco-dentaire expérimenté et mis en place depuis plusieurs années maintenant. Donc, en fait, par exemple, pour les patients qui sont en EHPAD, il y a une infirmière sur place qui va prendre des photos selon un certain protocole ou faire des vidéos dans la bouche du patient. Ces photos et ces vidéos sont transmises à distance vers le CHU de Montpellier, et puis les dentistes du CHU vont faire le diagnostic à partir de ces images et ces vidéos,
Et évidemment, après, le but, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite et dire quels sont les patients qui doivent, par exemple, aller rapidement consulter un dentiste pour le côté interventionnel. Voilà, donc on va garder... dans le parcours du patient, on va avoir une étape téléconsultation et une étape plus intervention. Alors demain, on parlera de plus en plus, je pense, de télésuivi pour toutes les pathologies chroniques. Quand on voit, je prends l'exemple des diabétiques qui ont quand même, peuvent dépister leur glycémie, enfin ils peuvent faire pas mal de gestes eux-mêmes. Ça, c'est un vrai plus qui va permettre un suivi de ces patients à domicile, une alerte en cas de besoin. Je pense aussi à la cardiologie. Enfin bon, c'est pour vous l'avenir de la télésanté, entre guillemets? Alors, nous, à l'Association des maires ruraux, on est en train d'essayer de monter un modèle qui va dans ce sens-là, d'où l'importance du déploiement de la fibre optique et du numérique dans les communes rurales. De la 5G. Oui, alors, commençons déjà par la 4G partout Bon, et on d'accord. verra la 5G. En ce sens qu'on s'est rendu compte qu'avec la crise du Covid, les personnes âgées ne veulent plus aller dans l'EHPAD. Donc on est en train d'essayer de monter un modèle avec le gouvernement pour qu'on puisse monter des on va dire des mini EHPAD, mais c'est quelques logements dans des logements qu'on a vacants, des anciennes fermes dans nos villages, où on y mettrait donc ces personnes âgées qui restent toujours dans le village et donc une infirmière pour les assister. Alors c'est quoi, 4 ou 5 personnes, hein, pas plus. Et donc, d'où la question du numérique pour le suivi, justement. C'est des colloques pour personnes âgées. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Alors, ça porte un nom en anglicisme, mais je ne sais plus. Mais ceci dit, ça nécessite aussi d'avoir vraiment un suivi numérique à distance, parce que l'infirmière ne peut pas tout faire, et on peut avoir des télésurveillances, on va dire, pour pouvoir surveiller ces personnes à distance. C'est quand la personne donc, qui est dédiée infirmière pour les surveiller. Donc, ça veut dire que le modèle numérique de demain, y compris dans la ruralité, a son importance si on veut accompagner de bout en bout, si vous me permettez l'expression, un patient ou une personne âgée sans qu'elle soit délocalisée, parce que c'est perturbant pour une personne âgée, délocalisée vers un EHPAD qui se trouve à 10, 15, 20 ou 100 km de chez lui. Frédéric Soussan, dans les starting blocks. Alors, chez Santeclair, on travaille moins sur le télésuivi, parce que je pense que c'est plutôt... là, pour le coup, de l'organisation du système de soins, et ça nous appartient, on est moins légitime pour intervenir sur le sujet. Par contre, on a bien identifié des spécialités qui sont en très forte tension démographique. La première d'entre elles étant l'ophtalmologie, mais il y en a d'autres. Essayez d'obtenir une consultation en dermatologie, puis vous allez voir le temps que vous attendez. L'ORL aussi. Et donc c'est plutôt dans ces domaines-là que l'on est en train de se concentrer pour, avec l'aide de la technologie, permettre aux usagers d'accéder à travers des technologies à des examens complets qui peuvent être réalisés à distance, soit en ORL, vous l'avez d'ailleurs dans un des ateliers, et je vous invite à... Et on teste son audition dehors, tout va bien. Vous pouvez tester votre audition, et ça n'a pas pu être réalisé là, mais sachez que techniquement c'est possible. Vous auriez pu être mis en relation avec un médecin ORL à distance qui aurait piloté votre examen auditif, comme si vous étiez dans son cabinet avec exactement le même périmètre d'examen. Et donc ça, on va le déployer chez des opticiens audioprothésistes pour permettre aux personnes âgées malentendantes de pouvoir bénéficier d'emblée, à travers ces examens, d'un diagnostic et d'une ordonnance. Et on travaille au même dispositif pour de l'ophtalmologie, et cette fois-ci avec un examen complet et pas uniquement réfractif. Moi, j'aurais encore plein de questions à vous poser, mais peut-être qu'on peut aussi vous donner la parole à la salle. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, monsieur, on va vous approcher un micro. Là, voilà, le micro arrive. Oui, bonsoir et merci de vos précisions. Une nécessaire à mon sens, dans la mesure où lors des téléconsultations, vous n'avez pas à faire votre médecin traitant.
les informations que vous transmettez, les éventuelles prescriptions qu'il peut vous donner, sont-elles stockées quelque part, comment y avoir accès, etc. Voilà, la sécurité, ce genre de choses. Qui répond? Et peut-être en complément la question de l'accès au dossier médical, justement, sur les prescriptions. D'un point de vue opérateur, les opérateurs de téléconsultation ont une obligation de stocker et d'héberger vos données de santé chez un hébergeur agréé de données de santé. Et que ce soit les municipalités, que ce soit des sociétés comme la nôtre ou des assureurs complémentaires ne peuvent pas avoir accès à ces informations. Elles sont stockées chez des hébergeurs. Et d'ailleurs, l'opérateur lui-même n'a pas accès au contenu médical des téléconsultations, à proprement parler. Vous êtes exactement dans le même contexte que si vous étiez en face de votre médecin dans le cadre d'un colloque singulier. Et les informations, les ordonnances, les prescriptions d'examens complémentaires et les notes qu'a pu prendre le compte-rendu de consultation du médecin, vous y accédez dans votre espace numérique chez votre opérateur de téléconsultation. Donc vous pouvez télécharger votre ordonnance, télécharger votre compte-rendu, le montrer ou l'adresser sous forme PDF à votre médecin ou à un autre professionnel de santé avec lequel vous souhaitez partager ces informations. Roxana, ça c'est un facteur de confiance? Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, c'est le médecin qui est garant de la confidentialité des données. Donc que le médecin soit face à face ou à distance, que ce soit le médecin traitant ou médecin spécialiste qu'on voit pour la première fois, de toute façon, c'est lui qui doit respecter la sécurité et les contraintes liées à la confidentialité des données. Donc je dirais qu'il n'y a pas de changement à mes yeux par rapport à ce qui se passe en face à face. Il ne faut pas oublier que dans les consultations classiques, le médecin utilise un dossier du patient. Donc il y a quand même les données qui sont là, et je dirais heureusement, parce que ça permet aux médecins d'avoir un suivi avec les antécédents, les anciens traitements, etc. du patient. Il y a une différence au sens où il y a un tiers opérateur quand même, le Tout à fait. technologique. Et c'est lui qui est garant du point de vue... Techniquement, oui, ouais, mais du point de vue de la sécurité des données. Tout à fait, mais au niveau légal, sur la confidentialité des données, c'est le médecin. Une autre question, monsieur, on a beaucoup de questions. On vous écoute. Bonjour, vous avez tout à l'heure parlé de téléconsultation possible avec un smartphone. Est-ce qu'il faut télécharger une application particulière? Et d'autre part, vous avez dit aussi que beaucoup de médecins ne disposaient pas du temps nécessaire pour faire de la téléconsultation. Alors, comment on peut trouver facilement un médecin en téléconsultation par l'intermédiaire d'un smartphone? Très bonne question. John. Frédéric, pardon, Frédéric. Je ne veux pas monopoliser non plus la parole, mais effectivement, vous avez raison, il faut télécharger ça peut être soit télécharger des applications qui sont les applications de ces opérateurs. Dans le cas présent de Santé Claire, c'est dans votre espace, chez votre assureur complémentaire santé. Vous accédez via cet espace à notre opérateur qui est Médocteur. Et avec Médocteur, ils animent une communauté de médecins, et c'est le cas pour les autres opérateurs. Ils animent une communauté de médecins qui soit prennent des rendez-vous, soit organisent la téléconsultation sur rendez-vous, soit se rendent disponibles. Et sur l'application, vous voyez quels sont les médecins qui sont disponibles et vous êtes dans une salle d'attente virtuelle. Et lorsqu'il est disponible, vous êtes en relation avec ce médecin. Donc tout système passe forcément par une mutuelle? Non, il y a des systèmes libres qui permettent d'accéder aux médecins. Oui. Les systèmes via les complémentaires santé sont des systèmes libres. Oui, non, je dis libre sans passer par son assureur. Oui. Vous avez il y en a beaucoup? Il y en a un grand nombre? Il y a
Le Une dizaine? Ah non, plus que ça. Plus que ça. Le ministère avait recensé, juste avant la période Covid, 120 ou 130 opérateurs en Ah France. oui, d'accord. Mais tout confondu, hein, c'était très, 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 très large. Maintenant, si vous, il y a une petite dizaine d'opérateurs qui comptent véritablement et qui sont à peu près tous sur le même modèle, soit avec le médecin traitant et exclusivement avec le médecin traitant. Et du coup, vous avez la difficulté de... il n'est pas disponible parce que ses horaires ne sont pas extensibles. Soit, plus largement, une animation d'une communauté. Et soit ils prennent sur rendez-vous, soit ils libèrent des créneaux. Et sur ces créneaux, vous rentrez dans une salle d'attente virtuelle, vous vous inscrivez et on vous dit la prochaine téléconsultation, elle est dans 10 minutes. D'accord, parfait. Merci. Merci. Une autre question? Monsieur? Oui, bonjour et merci pour ce débat passionnant. On a parlé de télésuivi, je voulais savoir où on a été en France actuellement en termes de validation clinique, c'est-à-dire bénéfice patient, du télémonitoring à l'aide d'objets connectés, notamment pour le suivi de pathologies chroniques. Qui répond? Ne vous battez pas, hein? J'avoue mon ignorance sur le sujet. Ce n'est pas vraiment des sujets sur lesquels je suis focusé. Donc, Roxana. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc, en fait, est-ce que la question porte sur la validation clinique du télésuivi? Qu'aujourd'hui, on a l'opportunité d'utiliser des objets connectés qui permettent de monitorer soit un rythme cardiaque, soit une fréquence respiratoire, etc. etc. Et au-delà de l'existence de ces objets-là, est-ce qu'il y a des validations cliniques, c'est-à-dire des essais cliniques, pour évaluer le bénéfice en termes de soit durée de survie, soit de nombre de réadmissions à l'hôpital, etc. quoi. Donc effectivement, déjà au niveau du télésuivi, on peut avoir un télésuivi avec des objets connectés, etc. Ou on peut avoir un télésuivi plus classique via une application ou un logiciel où on va rentrer par exemple des données tous les jours sur par exemple la température. Et donc, pour l'épidémie, pendant le confinement, mais je pense que c'est resté une solution qui est encore utilisée par beaucoup d'hôpitaux en France, il y a des solutions de télésuivi qui ont été proposées aux patients qui sont en quarantaine ou qui sont positifs. Et par exemple, à Montpellier, l'hôpital de Montpellier, le service de maladies infectieuses, fait ce type de télésuivi pour les patients atteints du Covid. Après, on a du télésuivi aussi dans d'autres spécialités, effectivement en cardiologie, après la sortie, après une intervention. Donc c'est très intéressant. Et il y a plusieurs expérimentations actuelles, il y a plusieurs études cliniques justement sur l'efficacité de ce type de dispositif. Donc, par exemple, en télécardiologie. Donc ça, c'est un aspect. Et puis, un deuxième aspect, il faut savoir que les objets cliniques, les objets connectés, qui sont utilisés dans ce type de dispositif doivent être généralement certifiés eux-mêmes. Donc, en fait, il y a leur fiabilité, en quelque sorte, qui doit être certifiée. Et donc, en France, on parle de certification dispositif médical, de certification CE. Il y a plusieurs classes. Donc, en fait, il y a une réglementation qui est extrêmement précise, qui a beaucoup évolué et qui est en train d'évoluer pour prendre en compte toutes les possibilités techniques. Donc, là aussi, il y a, comme pour les vaccins, en fait, vous avez plusieurs étapes et une certification qui est importante. Et il y a plusieurs objets connectés qui ont déjà eu cette certification-là. Merci. Merci beaucoup, merci, on vous applaudit. Merci beaucoup Anne pour ces débats qui étaient passionnants.
Donc, on va se retrouver dans quelques minutes pour évoquer le sujet des personnes âgées, donc avec Jérôme Gage. Voilà. Et sinon, je vous rappelle, hein, surtout d'ailleurs aux personnes qui sont derrière leur écran, qu'il y a aussi des ateliers qui sont visibles en ligne. Donc, le prochain à 16h15 sur la responsabilité médicale. Et puis, je vous rappelle aussi ce numéro, donc comment renforcer son immunité, disponible auprès de notre libraire. Et donc, on se retrouve dans 2 minutes avec Étienne Gernel et Jérôme Gage. Merci beaucoup à vous.